Radio Média comble cette lacune et présente le plan de cours parfait pour les parents de l'an 2000. Vie de famille, santé, consommation, société, éducation. Des réponses à vos questions. Voici l'École des parents avec Claire Pimparé. Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'École des parents. Ce soir, une émission toute particulière. Vous êtes monoparental, vous avez vécu des hauts et des bas. Ce qui est important dans la vie, c'est être unis contre vents et marées. Alors, mes invités ce soir, Louis-François, bonsoir. Ça va bien? Et Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va bien? Oui. Et Marie-Claire, qui est la mère, bien sûr, ça va? Oui, ça va bien. On t'a pas entendu tantôt, mon Louis-François, le micro n'était pas ouvert. Ça va bien? Oui, vous? Oui, très bien. Alors, effectivement, famille monoparentale, ça veut dire beaucoup de choses, mais ce qui est important là-dedans, c'est à travers les hauts et les bas, à travers ce qu'on peut vivre dans une vie de famille monoparentale et le pourquoi ça arrive, les individus, évidemment, à part entière, parce qu'on a beau être trois, il y a aussi le fait que chaque individu vit chacun à sa façon cette situation-là monoparentale. Mais juste avant de commencer, pour d'abord commencer avec Marie-Claire, la maman, Jean-Philippe, tu nous as écrit quelque chose à ta mère à un moment donné. Tu veux nous lire un petit passage? Oui, ben en fait, c'est à son anniversaire quand j'avais 17 ans, ou le 20 mars 97. Aujourd'hui, en fait, vous êtes des jumeaux et vous avez 20 ans, c'est ça? Donc, c'est les 20 ans l'an 2000. Vas-y, on t'écoute. OK. En cette terre ronde, elle nous a mis au monde. Sans nous regretter, elle nous a toujours protégés. Aussi contre nous-mêmes. Or, cela nous a tous rendus proches. Les uns des autres, peut-être un peu croches, mais toujours en gardant la tête haute. Et ça, en fait, vous avez écrit ça la journée de son anniversaire, pour son anniversaire. Oui. Et vous en avez écrit beaucoup de choses, finalement, hein? Oui. Parce qu'entre autres, j'ai entre les mains, et je vais vous lire des passages tout au cours de l'émission, un agenda qui est le journal, en fait, de Jean-Philippe, qu'il a reçu, c'est un cadeau qu'il a reçu de sa mère, Marie-Claire, à tes 16 ans. 16 ans. Et c'était assez houleux à ce moment-là, hein, parce que tu t'en allais dans un centre ou au gîte, c'est ça? Et donc, elle t'a remis ce livre-là, et si je lis la première page, ça disait « Pour tes 16 ans, je t'offre ce cadeau précieux pour conserver tes écritures, pour mieux te comprendre et comprendre les autres. À toi particulièrement, j'offre cette prière de la sérénité. Seigneur, donne-moi la force de changer les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage d'accepter les choses que je ne peux changer. Et la sagesse d'en connaître la différence. Love, maman. » Alors, lorsqu'elle t'a remis ce livre-là, je ne sais pas si elle s'attendait à ce que toutes les pages se noircissent tranquillement, mais à le regarder, c'est assez impressionnant de voir tout ce que Jean-Philippe a écrit là-dedans. Je vais vous en lire quelques passages. Dis-moi, Marie-Claire, quand tu lui as offert ce livre-là, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit rempli comme ça, noirci? Pas vraiment. J'ai surtout été très étonnée par la profondeur. Puis en même temps, je sentais qu'il y avait du trop-plein en dedans qui devait sortir. Donc, il avait besoin de l'écrire, que c'était un moyen, en fait, une forme de thérapie. Et sans le savoir, tu lui as donné l'outil nécessaire pour pouvoir le faire? Sans le savoir, non, parce que je pense que je l'aurais toujours écrit. Ça a toujours été un lien très fort entre nous. Ah, donc toi, tu as communiqué beaucoup par l'écriture avec les enfants? Beaucoup. Beaucoup? Ça, puis les soupers à la chandelle. Les soupers à la chandelle? Oui. Comme quoi? Tu faisais des soupers avec eux? C'était comme un code entre nous. On se faisait régulièrement des soupers à la chandelle. Et si je rentrais, par exemple, du travail avec un enfant avec quelque chose à me dire d'important, il y avait des chandelles sur la table. Donc, ça voulait dire que ce soir-là, c'était des confidences. On se disait des choses vraies. Et confidence, on va s'en faire tout au long de l'émission, tout de suite après la pause. Alors, au retour, on va rentrer dans les débuts, finalement, de cette situation au moment où, finalement, le père est parti. Alors, à partir, tout de suite après, on vous présente Marie-Claire avec les débuts de cette famille unie contre vents et marées. Que tu avais évidemment les petits soupers à la chandelle pour amener la confidence. Mais si, pour nos auditeurs, on raconte un peu comment ça s'est passé, là, tout ça, au début, parce que les enfants étaient très jeunes, là, quand tu t'es séparée. Oui, mes enfants avaient 3 ans et demi. C'est que c'est pas une décision facile à faire.
Non, d'autant plus que c'était toutes les valeurs qui me rattachaient à mon monde. C'est un déchirement, mais parce que contrairement, c'est pas le père qui est parti, c'est la mère. Oui, mais avec des raisons. Il y avait des raisons en arrière de ça, pourquoi tu es partie? Bien, une des principales raisons était que je considérais que le comportement du père de mes enfants était inapproprié, peut-être inadéquat, en ce sens que ça blessait plus les enfants que de leur faire comprendre les choses. Il était comment, en fait, envers eux? Qu'est-ce qui t'inquiétait dans son attitude? Je pense que... Mon Dieu, c'est une question extrêmement difficile. Vive l'improvisation. C'était son agissement? C'était, oui, Jean-Philippe? Bien, c'était peut-être la manière dont il agissait avec nous autres. Ça, pour nous qui étaient trop jeunes, on s'en rappelle peut-être pas, mais pour une mère qui vient juste d'avoir ses enfants, peut-être ma mère va être d'accord avec ça, ça blesse de voir un père agir de la sorte avec les deux enfants. Mais quand vous dites agir de la sorte, il était quoi? Il était violent ou quoi? Bon, je pense que c'est une notion qu'on connaît très peu. On parle beaucoup de la violence physique. On parle beaucoup de la violence verbale. Mais on peut vivre dans un contexte où il se passe à peu près rien, sauf qu'il y a des phrases qui sont inquiétantes. OK, comme il y avait quoi? des phrases inquiétantes. Des exemples de phrases? On pourrait en donner plusieurs. Là. Oui, François. Un exemple, c'est quand on venait chez notre père la fin de semaine, on venait chez notre mère, puis on lui demandait est-ce qu'on a été gentil, papa, on a été fin, puis il nous disait, vous avez été exécrable, puis bon, il disait ça en riant, mais nous autres, on retenait ça quand même, puis il faisait la référence exécrable, excrément. C'était comme... C'était rough un peu. C'était rough à accepter. Je pense que quand je disais que c'est quelque chose qui est très peu commis, d'autant plus qu'on réalise pas que ça peut se passer dans sa propre vie parce qu'on assiste à ça, mais nous, on n'est pas comme ça. Et c'est déchirant parce que c'est le père des enfants. Donc, moi, j'ai vu qu'il y avait une disproportion entre la correction qui était donnée à l'enfant et le geste posé. Et quand on parle de langage ou d'agissement, moi, tout ce que je voulais, c'est que mes enfants soient heureux, qu'ils aient un père, qu'ils reviennent heureux de chez leur père. Je donne un exemple. Ils reviennent un dimanche, puis ils mangent très peu, puis ils me demandent la paye que je leur donne normalement le jeudi. Bref, je leur donne. Mais je dis, pourquoi vous me demandez ça? Puis ils disent, il faut ramasser les sous pour papa. J'ai dit, pourquoi il faut ramasser les sous pour papa? Mais parce que papa, il est pauvre. Papa, on n'a pas pu manger en fin de semaine. On a mangé du beurre de pinot parce que papa, il est pauvre. Or, le père a un emploi extrêmement stable dans une catégorie salariale là, qui est au-dessus de la moyenne. Mais pourquoi il agissait comme ça? Jean-Philippe, oui? Moi, je pense que c'est par... je dirais pas par vengeance. Ben oui, dans le fond, c'est une vengeance indirecte pour ma mère. Parce que je pense pour lui, je sais pas. C'est toujours ce que j'ai pensé en tant qu'enfant. Ma mère l'a quitté parce qu'elle trouvait qu'il était pas correct avec nous autres. Mais il en a toujours voulu d'être parti parce qu'il l'aimait comme un fou. C'est le cas de le dire. Là. Il l'aimait vraiment fou. Donc, il cherchait comme face à vous deux, en fait, à ses fils, détruire l'image de la mère face à vous autres. L'image partout, pas juste avec nous autres, mais nous autres particulièrement. Je me souviens d'une fin de semaine où j'étais rentré, où j'avais quoi, 11-12 ans peut-être, puis j'apprenais, je commençais ma préadolescence, disons. Je me rappelle que j'avais traité ma mère d'une chose que jamais j'aurais pu imaginer par moi-même. Là. Puis c'est mon père c'est très sournois. C'est très par en arrière. Il nous met des phrases dans la tête ou des pensées que nous, on ne veut pas penser nécessairement, mais qui t'amène, qui crée un doute aussi. Oui, Louis-François. Mais en fait, c'était pas de la violence physique, comme on disait au début, c'était plutôt de la violence psychologique, c'est-à-dire des choses, des petites phrases, des petits mots que tu retiens, qui font mal, puis que tu te poses des questions à toi. Là. Et ça crée un doute par rapport à votre mère. C'est ça, c'est ça. Toujours un doute par rapport à ça. Oui. Puis là, ça devient difficile. Est-ce que toi, Marie-Claire, tu voyais ce genre de situation-là se passer? Est-ce que tu disais, mais voyons, comment c'est ça qui doute? Et c'est là que tu as commencé à dire, bon, là, il y a un problème majeur, même quand les enfants s'en vont là. Oui, définitivement. Il y a eu des éléments déclencheurs, je dirais, ou des phénomènes qui m'ont fait dire que définitivement, c'était inacceptable. Je donne un autre exemple. Les enfants de 3 ans et demi, c'est des jumeaux, sont particulièrement brillants, très malcommodes. Alors, chez le père, ils ont fait, mettons, un peu de brouhaha. Et il a décidé, il m'a appelé, il m'a dit, viens chercher, je veux plus y voir. Puis les deux petits avaient 3 ans et demi, ils étaient sur le bord du trottoir avec toutes leurs choses dans un sac vert.
Puis là, il faut que tu maintiennes la situation vis-à-vis de tes enfants. Parce que si toi, tu pleures à ce moment-là, tu les aides pas. Il faut que tu tiennes ton rôle parental. Mais quand ils sont couchés le soir puis tu as réussi à sauver ça par une petite douceur... Justement, avec ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui fait que c'est difficile en tant que mère dans cette situation-là de continuer quand même à ne pas détruire l'image du père auprès de ses enfants? Moi, je me Pour disais... ne pas faire les mêmes erreurs que lui fait. Là. Absolument. D'ailleurs, c'était les enfants vivaient en pleine contradiction parce que chez le père parlait constamment contre la mère et chez moi, je leur interdisais de parler contre le père. Dans un sens, je me disais, je leur faisais confiance, ils vont se faire une idée à un moment donné, mais je voulais pas leur enseigner la haine, la colère et, dans le fond, briser toute la belle énergie qui pouvait les habiter. Puis en communiquant Oui, Jean-Philippe? Ben, ça aurait été tellement facile pour ma mère de dire « Oh, votre père, c'est un ci, c'est un ça. » Elle nous a toujours protégés contre lui, mais contre nous aussi, de pas virer comme si notre père était... Parce que dans le fond, on aurait été pire maintenant si elle nous l'avait dit, parce qu'on se serait rebellé non seulement contre ma mère, mais contre mon père, puis là, on aurait été tout mêlés, puis au revoir. Puis c'était ça que Marie-Claire, en fait, que tu as voulu éviter dans ce... Oui, Louis-Philippe? Louis-François. Louis-François. Jean-Philippe, Louis-François. Ben, en fait, on parlait de notre père, puis comment il avait parlé de nous autres, puis parlé contre ma mère. C'est peut-être ça ce qui a fait que moi, plus tard, on voyait pas tellement notre père en passant. On le voyait peut-être une fois par mois, peut-être même une fois par année, même une fois. Puis moi, à 16 ans, j'ai été voir chez mon père. Je voulais voir ce que c'était. J'ai vécu pas mal de choses rough. J'ai connu mon père en tant que tel. Là. Tu voulais voir par toi-même et vivre avec lui, puis dire par toi-même un peu. En fait, Marie-Claire, ce que tu as réussi à faire, c'est de dire, écoutez, si vous avez à connaître votre père, c'est pas moi à vous dire comment, mais vous allez le découvrir par vous-même, mais c'est pas en parlant contre votre père que je peux arriver à faire ça. Et toi, quand tu es allé vivre chez ton père, t'as vécu quoi, finalement? Ben, j'ai vécu de la pression tout le temps. C'est-à-dire, j'avais 16 ans, je travaillais, puis il fallait que je travaille. Puis on me disait, à 18 ans, tu vas aller en appartement. Dans la tête d'un gars de 16 ans, qui a un petit travail qui fait même pas 12 heures par semaine, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire à 18 ans? Je vais être droppé là dans la rue. Je vais devenir un bum. Ça te rendrait très insécure, tout ça. Là, oui, c'est complètement insécure. Il faut jamais dire à un jeune de 16 ans, à 18 ans, tu vas sortir, tu t'en vas de chez nous. Parce que lui, il prévoit 2 ans à l'avance quand il est encore dans son adolescence. Il n'est pas un adulte. Okay, tu dis, bon, à 18 ans, je vais être là pour toi. J'aimerais ça que tu commences plutôt à penser à aller en appartement. Ce serait une bonne idée. Moi, à mon âge, bon, la pire chose à dire, c'est moi, à ton âge, je travaillais, puis ça, c'est des phrases, les pires choses à dire. Je ne disais pas. Non. Non, tu ne disais pas. Jean-Philippe, tu avais quelque chose à dire? Non, mais c'est ça, juste continuer à dire aux jeunes... Tu sais, peu importe, si tu vas en appart, t'inquiète pas, je vais être là, je vais toujours être là pour toi. Revaloriser, encourager le jeune, le sécuriser, qui est capable de se prendre en main, mais pas le mettre dehors. Ah non, aucunement. Le jeune peut, en tout cas, moi, d'après ce que j'ai vécu, moi, là, il peut se rebeller autant qu'il peut passer en douce. Là. Moi, j'aimerais ça faire une nuance, revenir sur quelque chose que je considère important, c'est que c'est vrai qu'ils n'avaient pas le droit, les enfants, de parler contre le père. Par contre, j'encourageais la franchise et la confiance pour qu'ils me content ce qui se passait chez le père. Et le fait que j'intervenais pas, je pouvais pas intervenir sur ce que le père disait, mais moi, le principal devoir que j'avais, c'était de protéger mes enfants. Puis je l'ai fait avec l'aide des tribunaux, je dois le dire. Le père revenait en cours constamment. Et à chaque année, ou presque, était toujours... bref, les juges ne croyaient pas sa version. Et c'était un stress constant, c'était un harcèlement. Et dans tout ça, mon rôle, moi, même si je considérais que c'était le père, puis que je voulais pas qu'il parle contre, j'ai tout fait comme mère pour les protéger. Pour que les contacts soient... quand ils étaient petits, limités, là. Ouais. Parce que tu savais, en quelque part, tu le voyais de leur comportement et de la façon dont ils te parlaient, qu'ils se sentaient eux-mêmes détruits face à ça. Quand le père vient chercher 2 enfants, puis qu'il y en a un de 6 ans qui se tire dans tes bras en pleurant, en disant moi, je vais pas y aller, moi, je vais pas y aller, j'ai peur. Puis tu as des jumeaux, puis il y en a un qui veut y aller. Qu'est-ce que tu fais? Les jumeaux, il faut que tu respectes. Alors, Louis-François, il y en a un qui part, puis l'autre qui reste pendant... 4 minutes, hein? 4 minutes de différence. Ouais, c'est ça, juste 4 minutes.
4 minutes de différence à la naissance, mais c'est beaucoup plus que ça par rapport à vous deux. Vous êtes très différents comme caractère, hein, comme physiquement et personnalité. caractère, oui. Exactement. On va à la pause et au retour, on va parler un peu de la différence entre vous deux et aussi les décisions que vous avez eu à prendre face à tout ça. Alors, de retour avec mes invités Marie-Claire, Jean-Philippe et Louis-François. Dites-moi, les jumeaux, vous êtes très différents. Vous êtes très différents aussi, bon, physiquement, mais dans la vie comme caractère. Alors, ça a fait que comment ça s'est passé entre vous deux? Parce que ça n'a pas toujours été uni, là, votre affaire, hein? Pas du tout. Un bon bout de temps, notre vie, ça a été le plus et le moins. Le plus et le moins. C'est-à-dire, on pouvait vraiment pas être ensemble. Comme quand on était petits, ma mère avait essayé de nous mettre dans la même classe, puis on était trop tannants. Donc, elle nous a séparés. Ça a été une étape. La deuxième étape, ça a été de se comparer nous-mêmes. Ce qui a fait que mon frère, bon, lui, était bon avec les filles. Moi, j'étais bon à l'école. Bon, ben là, je vais commencer les lignes ouvertes. Non. Ah, non. Mais on se chicanait tout le temps. C'était vraiment le plus et le moins. Jusqu'à un petit bout de temps, c'est-à-dire il y a peut-être 2-3 ans, on s'est rapprochés. Quand on est parti en appart. Oui, à peu près. Il y a 2 ans. Oh, 2 ans exactement. Vous avez décidé de partir en appartement. Oui. Mais à un moment donné, je vais revenir à votre adolescence, quand vous étiez jeune. Toi, Jean-Philippe, tu es allé au gîte de Beauport. Ouais. Pourquoi? Comment c'est arrivé? J'étais rendu à une époque de ma vie, en fait. Non, c'est comme, je sais pas, j'étais rendu à un moment où il fallait que je donne un break à ma mère. En fait, ou un trop plein de colère. Ouais, c'est ça. C'est elle qui m'a... En fait, elle m'a juste donné une bonne claque dans le dos, puis ça m'a fait du bien. Parce que ça m'a aidé beaucoup à passer au travers de mon adolescence puis de ma rébellion contre tout ce qui se passait. Contre la société, contre tout ce qui se passait. Oui, Marie-Claire. Là-dessus, je trouve ça important de mentionner que si Jean-Philippe est allé dans un gîte, il y a 2 causes pour aller dans un gîte. Il peut y avoir un phénomène de délinquance, mais il y a également le phénomène de la protection. Si j'ai choisi que Jean-Philippe avait besoin d'une aide extérieure, c'était pas parce que c'était un délinquant, Jean-Philippe. C'est parce que, effectivement, il avait besoin de tellement qu'il avait besoin d'être protégé. Moi, je le suis encore. J'ai besoin d'être protégé encore. Protégé, en fait, contre lui-même, de ce qu'il pouvait faire. Et c'est une décision extrêmement déchirante à prendre parce que c'est de séparer de ton enfant parce que tu sais qu'il faut qu'il passe par là, mais c'est pas là que tu voudrais qu'il soit, finalement. Ce qui est le pire, je pense, c'est en une journée, j'étais parti de chez nous. Ça a fait vraiment du tout au tout, là, mais ça a fait à un moment donné, ça a accumulé, là, puis ma mère, elle a dit, là, ça suffit, puis elle m'a amené à DPJ, pas loin, puis je parlais à une intervenante qui était très fine, puis même les messieurs qui s'occupaient de moi du transport, là, ils étaient très fins aussi. Quand j'étais arrivé au gîte, j'ai eu un bon accueil, les intervenants sont vraiment compétents. Là. Donc, tu as un beau souvenir de ce passage-là. Oui, j'ai des écrits que je retiens, que je garde de ça, qui sont... du gîte, là, qui sont très importants. Il y en a un ici, un écrit, j'aimerais ça que tu nous lises. C'est quoi décider, ignorer ou juger? Oui, ignorer ou juger quelqu'un. OK. Juger quelqu'un est souvent simple et important. Mais quoi faire en cas de conflit? Prendre ce qui est déjà pris ou facilement avoir du mépris. Mais ce qui compte dans la vie, c'est de ne pas écouter ce que les autres ont à te débiliter. Et souvent, parfois, il ne faut que les ignorer. Ignorer, c'est se contenter de ne pas parler à des personnes mal aimées. Mais c'est aussi blesser des personnes qui ont de l'amitié envers toi et ta personnalité. Car envers de ce que vous pensez, ils vont en profiter pour jouer de vous et de ce que vous décidez. Mais ce qui importe pour l'instant, c'est en ignorant une personne, vous pourriez sortir en pleurant d'un jeu qui ne fait point de gagnant. Et le message est beau. Alors ça, c'est entre autres une des choses que tu as écrites là-bas. Je l'ai écrit là-bas, mais en pensant à mon papa. Parce que je me disais, ignorer quelqu'un, c'est souvent plus facile que juger est souvent plus facile que ignorer. Mais ignorer peut blesser beaucoup quelqu'un. En fait, c'est l'indifférence. Ouais. L'indifférence, une personne indifférente, ça détruit aussi beaucoup. Il faut dire que les enfants étaient rendus à une période d'identification très forte. Ils avaient 15 ans. Un voulait voir le père, l'autre ne pouvait plus le voir. Alors, entre eux, ça créait une friction qui montait. Puis pour leur propre identification, c'est... Ça veut pas dire que je voulais pas le voir. Au plus profond de moi-même, j'espérais que mon père soit présent, puis que les frères à ma mère sont formidables avec leur fils, puis moi je voyais ça aller, puis je pense que
Tu voulais ça? Ça a manqué, oui. Dis-moi, Louis-François, comment ça se passait? Parce que toi, tu es allé chez ton père. Bien, c'est aussi le terme la pression. C'est tout le temps la pression sur toi, l'école, le futur, le travail, etc. C'était vraiment tout le temps la pression. Quand tu es le plus vieux, faut que tu te démerdes toi-même, puis va en appartement, débrouille-toi. Puis tu sentais pas de sa part, lorsqu'il était comme ça, que c'était quelque chose de positif qu'il voulait te transmettre? Non, pas tellement. C'est comme s'il allait me laisser là, que j'avais plus de père après 18 ans. C'est quelque chose un peu qui fait peur, là, surtout à 16 ans. Comme toi, tu avais décidé de retourner vivre chez lui, tu sentais que finalement, tu étais comme un poids, puis pour lui, il disait, OK, je te prends, là, mais ça va durer un temps, puis après ça, tu sais plus ça. C'était surtout le côté pension. Comment êtes-vous arrivés toutes les deux à vous entendre? C'est-à-dire à essayer à vous aider à travers ça? Parce que toi, tu pouvais voir comment lui se sentait détruire à un moment donné, ou toi versus ton frère? Oui, ben moi, pendant qu'il était chez mon père, moi, j'étais au pensionnat. OK. C'était comme... Je le voyais pas souvent, j'étais au pensionnat. La fin de semaine, je revenais chez nous. Une fin de semaine sur... Quoi, tu revenais chez nous? 2 semaines, 3 semaines? 2 semaines sur 2. Là. Sur 2 environ, je le voyais, puis... Le fait de s'éloigner nous a beaucoup rapprochés, puis surtout qu'on est 2 personnes différentes, quand on se voyait, on appréciait les bons côtés de l'autre. Okay. Sans nécessairement juste voir les mauvais, parce que quand on vit proche... Puis à quel moment c'est arrivé où vous avez aidé l'un et l'autre de par sa façon? Là, vous avez réalisé qu'il y en a un qui était comme blessé ou qui avait été soit un coup de téléphone du père à un moment donné? Oui, Jean-Philippe. Moi, mon frère m'a beaucoup aidé quand, à un moment donné, j'étais au pensionnat. Puis j'avais, je sais pas, je pense que je filais pas ou je sais pas. Mon frère était venu me voir puis il m'avait serré dans ses bras. Ce qui est maintenant moins rare, mais avant très rare. Avant très rare. Ouais. C'est ça. Ah oui? Ouais. Mais tu le savais qu'il filait pas ou comment c'était? Ça se voit quand même quand moi-même, aujourd'hui, je le vois encore plus. C'est sûr qu'il me manque mon père, mais je serais pas prêt encore à le voir. Là. Okay. Donc, je peux encore plus comprendre comment il se sentait à ce moment-là. Quand t'étais avoir un gros manque. Puis c'est un gros manque, d'autant plus qu'aujourd'hui, j'en ai encore plus, parce que j'ai connu mes demi-frères et demi-sœurs qui sont chez mon père. Il y en a 4 autres. Il y a une fille, 3 gars. Moi, j'ai juste connu la fille. Okay. Maud a connu la plus vieille. Ouais, Maud. Puis toi, t'as été là quand même un certain temps, puis après ça, t'es parti de là. J'ai dit à Maud, la plus vieille, justement, avant que je parte, c'était juste le soir d'avant, j'ai dit, Maud, je t'aime. J'allais faire une grosse colle. J'allais faire une grosse colle aux 2 autres, parce qu'il y en avait 2 dans ce temps-là. Puis, je suis parti le lendemain avec le plus de choses possibles chez ma blonde. Puis, mais là, tu avais de la peine de dire, bon, ben là, je quitte encore des gens. C'est ça, j'avais une énorme peine, mais dans le fond, c'était pour me protéger moi-même. Pour donner un autre exemple, parce que je trouve que les illustrations parlent beaucoup, quand moi, j'arrivais pour reconduire François chez son père et qu'il restait chez son père, François m'a conté que la petite, la plus vieille, Maud, la plus vieille, elle allait se cacher en dessous du lit en disant, attention, c'est la folle qui arrive, c'est la folle qui arrive. En parlant de toi? Oui. Alors même François, là-dedans, vivait encore une contradiction, puis on est rendu à l'âge adulte, au pré-adulte. C'est ça, c'est qu'en fait, l'attitude des adultes, puis je pense que c'est le message souvent dans les familles monoparentales, c'est que les adultes là-dedans ont des agissements, en fait, on dit que c'est de l'enfantillage, du bébé, c'est de la vengeance, ou en tout cas, tout ce qui fait finalement que les enfants payent pour ce genre d'attitude-là. Alors, ça devrait cesser si on est des adultes. Ça blesse. L'autre chose, c'est que les conflits étaient tellement grands que je suis allée chercher de l'aide. Il ne faut pas oublier que j'ai pas fait ça tout seul. Là. Non. Les superwomen n'existaient pas. Je suis allée chercher de l'aide. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai frappé, je pense, à toutes les portes qui existaient. Premièrement, j'ai appelé mon médecin de famille, qui me connaissait, qui s'en connaît toute ma vie. Premièrement, elle m'a suggéré une consultation en psychiatrie pour les 2 enfants, en pédopsychiatrie au CHUL. Je la rencontre, j'expose la situation à la psychiatre. Elle me dit, madame, vous n'avez pas besoin de consultation de personne, c'est un problème. C'est une consultation à 3 que vous avez besoin. Puis je dis, bon, ça se trouve où? Bon, il fallait aller cogner à la porte du CLSC. À la porte du CLSC, on rencontre une personne qui nous évalue, puis on y a une liste d'attente. Mais nous autres, on ne pouvait pas attendre. Là. Mes 2 gars étaient à veille de se frapper dessus, ça tenait plus debout. Fait qu'on a incité de façon assez particulière à 3, puis on a obtenu de l'aide d'une travailleuse sociale qui a vu les 2 jeunes au moment où un vivait chez le père et l'autre avec moi, pour qu'ils puissent avoir un lieu pour se parler, un lieu neutre, où moi, comme parent, je n'étais pas là. Mais OK, oui, même là, je pense que ça l'a aidé, mais à un certain point. Là. À un moment donné, ça voulait plus rien dire. C'est pour ça que je pense que
Il fallait passer à une autre étape. Oui, c'est ça. Puis, premièrement, il y a eu le gîte, puis après ça, le centre d'accueil. Le centre d'accueil, ça s'est passé de quelle façon, ça? Ah, ben, au gîte. 2 semaines. Lui, il n'a pas... Tu n'as pas été, toi? Non, il n'a pas été, lui, au centre d'accueil. Le centre d'accueil, ça s'est passé, C'était au gîte, j'ai été 2 semaines. Ouais, c'est ça. Attention, je précise là-dessus. Pourquoi les 2 enfants se retrouvent au gîte? Je pense que c'est important d'en parler. Oui, absolument. On va à la pause et au retour, on va en parler pourquoi les 2 enfants vont au gîte. C'est bon, on revient. Alors, de retour à l'école des parents, juste avant qu'on quitte, parce que là, on était en pleine discussion, les 2 sont allés au gîte, c'est ça? Pourquoi les 2 sont allés au gîte, Marie-Claire? Bon, d'abord, la situation du fait qu'un voyait le père et l'autre ne le voyait pas était une source de conflit entre les enfants qui était extrêmement grande. Je mesure 5 et 2,5. Ils en mesuraient 6. Alors, il y avait une disproportion. Et quand les gestes, les paroles devenaient blessantes entre eux, ça me blessait moi. Puis là, je ne pouvais plus intervenir. Moi, ça m'a brûlé. En fait, ce qui te faisait peur dans tout ça, c'est de voir une destruction possible entre les 2. Donc, tu voulais essayer de créer ou d'arrêter cette destruction-là. Oui, Louis-Philippe. Louis-François. Louis-François. La destruction en tant que telle, c'est que moi, je me faisais comparer par Jean-Philippe quand on se chicanait. Vu que j'étais chez mon père, je me faisais comparer à mon père. Puis ça, j'aimais pas ça, ce qui faisait qu'on se chicanait tout le temps. OK, oui, Jean-Philippe. Ça, c'est vrai. Ben, c'est pas parce que je voulais être méchant, mais c'est parce que moi, ça me faisait penser à ça. Mais c'est vrai, par exemple, qu'il y avait quelques plis que je reconnaissais. Quelques plis que mon papa, je reconnaissais là-dedans. Mais tu sais, c'est normal quand tu fais ça se pourrait. Je me rappelle pas exactement, là, mais ça se pourrait. À un moment donné, il y en a un, je me rappelle pas lequel des 2, quand j'avais fait la première vue, tu disais mon but, c'était de devenir meilleur. Je pense que c'est toi, Louis-Philippe. Louis-François. Louis-François. À la fin de l'émission, on devrait l'avoir. C'est des jumeaux, fait que je mélange les 2 noms. Pourtant, on ne s'en ressemble pas du tout. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Louis-François, oui, c'est ça. Oui, ton but, devenir meilleur. Devenir meilleur, une personne meilleure. En fait, mon but, c'était de devenir une personne meilleure parce que chaque personne que je rencontrais, même les chums à ma mère, c'est ce qui... je retenais quelque chose de chaque personne. Bon, cette personne-là était joyeuse le matin. Un exemple bien banal. Sauf que je voulais devenir ça. Donc, je suis comme allé chercher un exemple chez mon père. Peut-être pas de mauvais exemple, mais de bon et de mauvais. Je retenais ce que je voulais, puis je laissais faire ce que je jugeais qui était pas bien. C'était probablement la meilleure chose à faire, d'ailleurs. Et toi, Jean-Philippe, le fait, parce qu'à un moment donné, Marie-Claire, il a fallu que tu... Bon, d'abord que tu refasses ta vie à un moment donné, que tu repartes, que tu fasses plein de choses, tu es retourné aux études, tu as fait ton cours en droit, je pense, parce que tu voulais légalement être en mesure de pouvoir répondre à tous les besoins. Me défendre moi-même. C'est ça, te défendre toi-même. Et aussi, refaire ta vie, c'était pas quelque chose de facile non plus, parce que tu n'étais pas nécessairement d'emblée à vouloir emmener tout de suite quelqu'un à la maison, parce que là, tu te demandais comment les jeunes étaient pour réagir. Je pense qu'eux autres, ils étaient assez ouverts à ça, non? Ben, ceux avec qui elle a sorti, je dirais pas qu'elle a ramené, ça fait pas propre. Non, ceux avec qui elle a sorti, c'est vrai qu'il y avait des bons points. Mais le fait que quand on apprend à connaître quelqu'un, on voit juste les bons points. Au bout d'un certain temps, madame, on s'aperçoit qu'il y a, comme je disais tantôt, quelques plis qui sont croches. Puis il y en a qui étaient vraiment, vraiment croches. On peut retenir juste les bons points quand même. C'est ça. Comme c'est la même chose pour mon père. J'ai peut-être vécu des choses qui étaient bien plates avec lui, mais je retiens juste un souvenir de lui. On me disait que j'étais super pessimiste avant, puis je suis rendu super positif. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de positif chez ton père? Ben, mon père, c'était un souvenir. C'était un souvenir. C'était, je m'en allais travailler justement un soir, puis il voulait me faire un lift. Il s'en allait travailler lui-même. Puis c'était l'hiver. Puis je m'en allais dans l'auto, puis j'avais des bottes supposément qui glissaient pas. Puis c'était comme en pente. Alors je marche, je me rends jusqu'à l'auto. Sur le bord de l'auto, ça fait vraiment comme dans une bande dessinée. Le pied a vu dans les airs, l'autre pied a suivi, puis je suis tombé très très bien sur le dos. Je me suis relevé, puis mon père est vraiment parti à rire. Moi aussi je suis parti à rire, puis c'est un des En fait, des bons c'était de souvenirs. le voir rire, de le voir joyeux, de le voir heureux. Tu te dis, bon, ben ça veut dire que ça existe chez lui. Ouais, c'est comme un très
Hey, c'est spécial. Et toi, Jean-Philippe? Moi, Jean-François. Ouais, c'est ça, le contraire, c'est pas grave. Moi, j'ai pas vraiment de souvenirs, de bons souvenirs, là. Mais je dirais que mon père faisait... Ça cadre dans ce qu'on parle, là. Mon père, tu sais, depuis tantôt, on parle pas... On dit les faits. Puis, je dirais que quelqu'un qui le verrait dans une épicerie ou n'importe quoi se douterait jamais qu'il est comme ça. Physiquement, il est beau bonhomme. Tu sais, c'est un homme là, qui paraît bien. C'est un homme qui est bien, sauf que... il y a comme deux personnalités. Oui, c'est ça. Souvent, une personne, on va rencontrer, même les chums à ma mère, souvent, on va rencontrer la personne, puis ça va avoir vraiment deux personnalités complètement. Puis il y en a une qui va apparaître au bout de 3 ans, peut-être. Je sais pas en combien de temps ça a apparu. Quand on est né, peut-être, maman? Non. 1 an et demi, 2 ans. Bon, c'est ça, 1 an et demi, 2 ans. Mais tu sais, en 1 an et demi, 2 ans, tu peux faire un bout de chemin avec quelqu'un pareil. Absolument. Ben, surtout quand tu as des enfants. Quand on croit connaître une personne puis qu'on la connaît pas du tout. J'ai beaucoup eu espoir que mon père soit bien puis que même il y a pas longtemps, je croyais vraiment qu'elle allait être correcte. Là, puis ça m'a déçu. Là. C'est pas une plaie, mais ça déçoit les enfants qui croient en leurs parents. Tu as toujours espoir quand quelque part votre père va faire bon, OK, on tourne la page, je passe à autre chose et je redeviens l'homme finalement que je suis vraiment au bon. Je rêve, même si après tout ce qu'il nous a fait, je rêve que mon père m'appelle puis qu'il me dise bon, mais JP, viens-t'en, on va aller prendre une bière, on va aller n'importe où, prendre un café, une bière. J'aimerais ça, moi. Mais on va régler les choses, puis à partir de ce moment-là, on va aller jaser. On va régler nos... Juste parler avec. C'est encore un autre exemple. En pleine crise d'adolescence, je savais bien que dans le cœur de Jean-Philippe, il y avait un manque. Tu peux pas voir partir ton frère jumeau chez le père sans vivre quelque chose à l'intérieur. À un moment donné, je me rappelle de m'être impatientée et d'avoir dit, ben écoute donc, là, si t'es un homme puis t'es capable de rentrer à minuit soir, prends tes culottes puis va le voir ton père puis demande-lui. Comment t'as réagi à ça? J'étais allé. T'es allé? Oui, j'allais au secondaire. J'étais quand même là, j'étais dans ma passe rebelle. J'étais allé le voir. Mais il était à 150 pieds dans les airs. Il était dans une tourelle en haut, fait que je pouvais pas. Je pouvais pas. Puis là, il m'a même pas dit bonjour quand il est redescendu. Moi, j'ai pas attendu. J'ai juste demandé à un de ses compagnons de travail s'il allait descendre. Puis il m'a dit, il a parlé au micro, il a dit non, il descendra pas tout de suite. Puis il m'a même pas fait de salut, rien. Fait que, OK, ben, je suis parti. J'ai pas attendu, là, non. C'est des manques d'amour qui sont... C'est ça, en fait, c'est que tu te poses la question pourquoi, tu sais. Ah, je me suis posé la question pourquoi. Je me suis demandé si c'était de ma faute. Je me suis demandé si c'était... J'ai fait quelque chose de mal. Tu sais, surtout quand j'étais préadolescent, je me suis demandé si c'était de ma faute. En fait, une phrase que je suis persuadé que mon frère aurait aimé, puis moi aussi j'aurais aimé entendre, c'est... Non, ben ça aussi. Oui, il me l'a jamais dit. Mon fils, je suis fier de toi. Ah ouais! J'aurais vraiment aimé ça, entendre ça d'un père. Oui, c'est vrai. La phrase à dire à un adolescent puis à un adulte quand il a un travail, puis qu'il réussit, ou même s'il réussit pas, avoir un soutien, je suis fier de toi, ça remonte tellement. Au pire qu'ils disent rien, qu'ils te serrent dans ses bras, tout simplement. Une bonne serrée d'homme comme moi, mon frère, on se fait des fois. Ça aide. Tu sais, ça fait du bien. Ça paraît pas le même, ça a l'air de rien, mais un geste d'un père à un enfant serré dans ses bras, là, ou une bonne poignée de main, ou une bonne claque dans le dos, n'importe quoi. Mais savoir au moins qu'il Ma mère, elle me donne une claque dans le dos, ça me pique, là. Mais on parlait beaucoup, par exemple. Oui. Il fallait échanger là-dessus parce qu'on faisait pas semblant de le vivre. On n'est pas capable d'en parler aujourd'hui si on n'avait pas partagé ensemble ce cheminement-là. Là. Le ton montait parfois, mais... plus que le ton, maman. Oui, c'est ça. J'étais des gars, hein? Oui. La complicité dans l'agenda de Jean-Philippe que j'ai entre les mains, le 25 avril 1996, au moment où tu passes du gîte au centre d'accueil, c'est ça? Là, j'étais dans ma rémission. J'étais pas pire. C'est ça. C'est ça. C'est correct. Alors, Marie-Claire lui écrit dans son livre de nouveau, « L'écriture est au cœur ce que la pensée est à l'esprit. Elle est de tous les temps. L'histoire l'écrit. Le plus vieil écrit de plus de 2000 ans. Est encore une voix de bonheur puisque cet écrit vient du cœur et tout dedans, à l'intérieur, se transmet les clés d'accès à soi-même et au succès guidé par un monde meilleur. Élever son âme accompagnée de la plus belle musique, un chant d'amour, un chant d'amour. Que cette épopée de nos vies, jumeaux et même ensevelis, nous fasse nous retrouver dans la joie à nouveau
chemin entrecroisé, unifié, plutôt que divisé. Que mes deux hommes me donnent la main pour rebâtir famille, carrière et avenir, douceur, vacances et parties de plaisir. Que l'avenir nous réserve enfin des rires et de la joie sans fin. Il ne faut jamais cesser de croire à demain. Love, maman. C'est un beau message que vous avez écrit. Finalement, Marie-Claire, c'est l'amour en tout temps. C'est probablement le meilleur remède pour rester unis et passer à travers les épreuves. Ma mère avait une phrase que j'ai retenue et qui dit dis-leur pas quoi faire, aide-les à réfléchir. Ah, c'est beau. Alors, on se quitte là-dessus pour aller à la pause et on revient tout de suite après. De tour à l'école des parents avec Marie-Claire, Jean-Philippe et Louis-François. C'est bien. Je vais vous donner les numéros de téléphone. C'est le 670-90-80 ou encore le 888-463-80-80. Alors, vous êtes jeune, vous êtes moins jeune, vous vivez des situations comme ça, vous avez des questions à poser à mes invités. Alors, gênez-vous pas, vous nous appelez. Et je te laisse la parole, Jean-Philippe, pour un texte que tu nous as écrit qui parle de la responsabilité, qui est très, très touchant. OK. Les responsabilités. Une n'est pas difficile à assumer, mais quand le moment vient compliqué, on ne sait plus trop où de la tête donner. Ma mère, je le sais, en a souffert, mais a toujours gardé ce qui lui restait de sa digne fierté. Après cette prise de conscience grave et profonde, je réalisais que je devais la remercier. De quelle façon je restais bouche bée. À la pensée, soudain me vient une idée. Avec tout son courage désespéré, pourquoi ne pas continuer à l'aimer, plus fort de journée en journée? Les défauts mal acceptés ou les noms mal digérés, je suis capable de les respecter. Je sais que les mots n'ont pas un point égalé, mais les gestes peuvent souvent mieux passer. Toi, mère attendrie sur les portes de mon cœur, je ne peux te souligner tout le bonheur que tu m'as fait comprendre en tant que médiateur entre mon esprit et mon cœur. Je t'aimerai, et cela pour l'éternité, avec les bonnes et douces valeurs que tu m'as enseignées. Je réalise à présent combien tu nous as donné. Non pas d'argent, mais plutôt d'être formé pour faire le bien et sortir la vérité. Maintenant, repose-toi bien et pense au passé, à ce que tu as surmonté, les pires difficultés, et aie la conscience tranquille, car tu n'as rien à te reprocher. Ton fils, Jean-Philippe Duchesne. Et que c'est beau. C'est superbe. C'est trop. C'est trop. Mais en quelque sorte, quand on arrive, c'est ce que je disais, quand on est unis contre vents et marées, qu'il y a de l'amour dans tout ça, et en même temps, on est capable de se donner la main et de se parler aujourd'hui, parce que moi, je vous ai rencontré à la maison. Les auditeurs ne le savent pas, mais moi, je suis allée vous rencontrer chez vous. Et on était assis dans le salon, puis c'était, en fait, Marie-Claire a dit, c'est la première fois qu'on s'assoit et qu'on parle de ça ouvertement de notre vie, mais en même temps qu'on la partage et qu'on la libère, en quelque sorte. Et quand Marie-Claire elle a eu le téléphone la première fois, je vais vous le dire d'où c'est venu tout ça, c'est Jean-Philippe, c'est trop drôle, hein, les circonstances, parce que... Tout hasard. Le hasard, hein, où il n'y a pas d'hasard, où c'est le destin. Je suis descendue en bas ici, à CHRC, il y a une toute petite, un petit café, et j'étais allée prendre une bouchée avant l'émission. Jean-Philippe était là avec sa copine et moi, j'étais en train de montrer le site web de l'École des parents. Il s'approche près de moi, puis d'emblée, tu as commencé à me parler comme si on s'était toujours connus. Oui, ben, je t'ai connu avant que toi, tu m'as connu certainement. Oui. Hein? Passe-partout, c'est... Et puis, tu as commencé à te confier tout de suite. Oui, tu m'as raconté plein de choses. Ben, c'est parce que ton site m'avait intéressé. Parce que ça, juste la lettre, sur ton site, tu as une lettre d'un jeune... Un témoignage, oui. Oui, c'est un témoignage qui m'avait touché, dans le fond. Tu m'avais expliqué un petit peu comment ça se passait. Puis moi, ça m'avait touché. Puis ça, je me retrouvais à quelque part là-dedans. Oui, puis là, tu m'as parlé de ton agenda. Oui, c'est ça. Notre situation n'est pas banale, mais c'est pas la pire, alors. C'est ça. Puis tu m'as parlé de ton agenda. Puis là, moi, je t'ai dit, ben écoute, pourquoi as-tu le goût de venir à l'émission et puis de partager? Et tu as tout de suite dit oui.
Puis je vais en parler à mon frère jumeau, puis je vais en parler à ma mère. Et puis là, finalement, ça a fait le tour. On s'est rencontrés. C'est pas moi qui ai décidé. J'ai dit au gars, si vous autres vous dites oui, je vais y aller. Non, mais en fait, c'est sûr qu'eux ont décidé. Puis en plus, Jean-Philippe a eu l'idée. Puis il en a parlé avec Louis-François. Puis Louis-François, ben, il a dit d'emblée, pourquoi pas? Toute une aventure. Quelle belle aventure. C'est une bonne occasion, je pense, pour les trois de se rapprocher du passé. On a un appel, on va le prendre. Alors, c'est bonsoir. Bonsoir, mon petit. C'est donc beau, parce que j'étais après écouter, là. J'étais après repasser, puis j'ai écouté, j'ai dit, mon Dieu, je voudrais bien que ma fille m'écrire des belles choses comme ça, moi. Merci, madame. Comment est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai dit, il me semble que je suis une bonne mère. Puis, mon Dieu, elle m'écrit jamais des belles choses comme ça. Non, mais peut-être qu'elle les pense, par exemple, je peux vous le garantir. Oui, mais comment vous avez fait pour pouvoir vous parler comme là, ce que vous avez dit à votre mère? Là, elle doit avoir des larmes aux yeux. Oui, effectivement. Oui, allez-y. J'ai deviné. C'est beau, oui. Comment est-ce que c'est? Une mère, quand dans la vie, il arrive des choses, mais vous voyez, elle a bien réussi. Elle doit être fière de ses garçons. Je pense qu'il dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Oui. Je pensais pas qu'un jour ça me reviendrait, ce qui m'aimerait aussi faire. Puis je dois dire une chose aussi, je l'avais reçu de ma propre mère. Alors c'est comme d'une génération à l'autre. Oui, mais ça, ma mère aussi, elle m'a montré bien des choses, puis j'ai essayé de montrer, puis avec moi et ma fille, on peut pas s'attendre. C'est triste. J'ai juste une fille. Jean-Philippe veut vous parler, madame. Oui, je vais l'écouter. Je vais vous donner juste un aperçu de comment j'ai écrit ça. Oui. J'ai pensé très, très fort. Oui. J'ai fait le vide en moi-même, puis j'ai ouvert mon cœur tout simplement en pensant au bon moment que j'ai passé avec ma maman. Il me semble que moi, elle doit en avoir passé des bons moments parce que il me semble que je l'ai gâtée, puis j'essaie de lui dire que je l'aime, puis on n'est pas capable d'être indifférente. C'est ça que je trouve triste. Madame Louis-François aussi veut vous dire quelque chose. Madame, ce qui arrive le plus souvent, c'est que quand on veut écrire quelque chose, c'est qu'on vit des moments qui sont difficiles, justement. Puis Jean-Philippe, il a vécu pas mal de moments difficiles. Il y a eu un gros manque par rapport à son père. Puis ça veut peut-être dire que votre fille, elle vous aime. Elle n'a pas de manque du tout, justement, qu'elle est très reconnaissante face à vous. Ben, c'est déjà terminé. Écoutez, ma belle dame, en tout cas, nous ensemble, là, on a une très belle énergie, puis on va vous dire qu'on vous aime beaucoup. Ben, un gros merci, puis c'est des beaux programmes. Continuez votre beau travail. Merci, bonsoir. Au revoir. C'est déjà terminé. On s'en va à la pause. On revient avec une petite conclusion de quelques minutes et on se retrouve là tout de suite après. Oui, c'est vrai que les mères, les pères, les grands-mères, les grands-pères, on a tous envie un jour de recevoir une lettre de nos enfants. Peut-être que ça, c'est un beau message à faire ce soir. Si vous êtes un jeune puis vous passez à travers, prenez le temps d'écrire un petit mot pour dire merci pour toutes les belles choses qui vous sont arrivées parce que quand même, il y a du temps et de l'énergie qui a été mis là-dessus. Louis-François, en conclusion? Ben moi, en conclusion, je dirais, si vous êtes un parent, supportez vos jeunes, vos adolescents, dites-leur je vais être là tout le temps pour toi. À 18 ans, bon, lâche pas. Je vais toujours être là. Financièrement, je vais faire mon possible pour t'aider. Je veux que tu fasses ton petit bout. Puis amener la sécurité chez le jeune. C'est ça, une sécurité vraiment mentale, là, parce que c'est de la pression en tant que telle. Jean-Philippe? Moi, j'aurais un message aux parents, mais de faire transmettre aux fils, aux enfants. Juste de leur dire qu'ils peuvent écrire, pas nécésalement, écrivez, les jeunes, ils doivent écrire pour eux autres, pas nécessairement pour les parents. Il n'y a personne qui va rire d'eux autres, il n'y a personne qui va les juger quand ils écrivent pour eux autres. Fait qui écrivent, ça fait tellement du bien. Là. Écrire, c'est une belle communication. Un petit mot de la fin? Merci. Merci à mes enfants, j'ai de merveilleux enfants. Merci tout le monde, Merci. Bonsoir.